Bonjour Monsieur Audran-Slarzier Hello, hello. et bienvenue dans ce nouveau podcast. Merci pour l'invitation, c'est cool. Merci d'avoir répondu présent, ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots, léger? Ouais. 2 mots. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Si on devait te demander qu'est-ce que tu fais dans la life, qu'est-ce que tu dirais? Ok, alors je suis photographe, réalisateur et directeur artistique. Voilà, C'est pas mal. concis, ça va. C'est pas mal du tout. Franchement, nickel. Ok. Du coup, moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'aime bien ton profil. Je trouve que tu as un profil qui est intéressant. Tu as à la Lequel fois. Oh, j'adore aussi ton Voilà, ça spectacle. commence bien. C'est que tu as un profil à la fois artiste et entrepreneur. Mhm. Je trouve ça super Il est vrai. intéressant. Il est vrai, effectivement. C'est-à-dire qu'en plus de faire du coup pas mal de photos, pas mal de réals, beaucoup de clips, Mhm. tu fais pas mal de créations, même des photos de mode, pour des pochettes d'albums. Enfin, tu fais de la photo au sens large. Mhm. Et c'est souvent assez artistique d'ailleurs. Merci. Et en plus de ça, tu as le côté entrepreneur, Mhm. où je crois que tu as plusieurs sociétés, ou tu as du moins des parts dans plusieurs sociétés. Bien sûr, oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Oui, bien sûr. Alors, concernant la partie business, j'ai ma boîte de production audiovisuelle. Donc ça, bien sûr, c'était la première pour pouvoir présenter mes projets, mettre tout en place par rapport à la photo et la vidéo. Et à côté de ça, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé d'entreprendre, de mettre en place des projets de toutes sortes finalement, que ce soit des événements, que ce soit des émissions YouTube ou quoi que ce soit. En fait, c'est très varié. Et du coup, effectivement, il y a d'autres boîtes, d'autres choses qu'on a mis en place. Notamment, je pense je t'avais déjà parlé de ça, l'agence de marketing digital, qui est ce que j'avais commencé à faire avant même la photo, avant d'en faire un business. Moi, j'ai commencé dans la pub, donc du coup, voilà, avec des amis associés, voilà, on a monté ce projet, donc agence de marketing digital. Et à côté de ça, je te parlais d'une émission YouTube. Donc, on a cette émission qui s'appelle Rexsound, qui tourne depuis 1 an maintenant, qui s'est lancée timidement, on va dire, parce qu'on ne publie pas d'épisodes très, très souvent comme il faudrait. Pas très souvent, c'est-à-dire la première diffusion, c'était quand? C'était c'était en novembre 2021, du coup. D'accord, ok. L'objectif était d'en sortir un par mois et on a réussi du coup. Parfait. On a quasiment réussi, avec une petite pause entre deux. Une petite pause qui a un petit peu trop duré, mais bon, voilà, c'est une belle émission. On a une belle progression aussi, un petit peu à tous les niveaux. Et du coup, voilà, donc c'est encore un business que j'ai monté avec des associés. Et puis voilà, puis il y a d'autres petites choses comme ça qu'on essaie de développer en fait. Mais c'est vrai que la partie business, elle est importante parce que voilà, on veut développer, on veut aller plus loin, on essaie de pas trop se mettre de limites. Tu me disais que tu avais été en agence de pub. T'es resté combien de temps là-dedans? Et déjà, comment t'es arrivé à travailler en agence? Alors, c'est un peu eux qui sont venus me chercher. Et du coup, on va juste faire un petit rewind. C'est-à-dire qu'en gros, toi, de base, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'artistique? Est-ce qu'au départ, c'était une volonté? C'est quoi ton parcours? Comment t'en es venu à là? Depuis petit Audran. C'est-à-dire qu'en gros, ça a été quoi ton parcours là-dedans? Parce que c'est super intéressant. Tu vois, par exemple, là, t'as le côté entrepreneur, mais ça, par exemple, je pense que t'as pas fait d'école pour apprendre à entreprendre ou quoi. Quand t'es à l'école de base, on te forme pas à gérer des boîtes, à gérer ton argent, à gérer tout ça. Donc, et c'est surtout quand tu vas avoir des conseillers d'orientation, on essaie de te caler là où il y a de la place, voilà, et de te mettre un peu dans une boîte, mine de rien. Moi, j'ai fait un bac F12. Je crois que c'est STI maintenant. En gros, c'était les arts appliqués. C'était dans les années 40. C'est à peu près. Non, franchement, c'était passionnant. Le lycée, c'était super parce que du coup, on n'était que dans l'artistique tout le temps. T'es dans un lycée où vous faisiez de l'artistique? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, c'était quoi ce lycée? Comment t'es arrivé là? Parce que moi, par exemple, il y a à part un atelier vidéo qu'on avait monté, il n'y avait rien. Je sais pas pourquoi. Gamin, je dessinais, je faisais de la photo. C'est l'image. C'est vraiment ce qui m'a toujours absolument passionné. Donc, quand j'étais au collège, j'ai parlé de ça, on m'a dit que justement, conseillère d'orientation, on commençait à me dire que ça allait être compliqué, machin, bon. Mais heureusement, mes parents, ils ont cherché et ils avaient trouvé ce lycée, c'était à Cergy,
Camille Claudel à Vauréal, pour être précis. Du coup, il y avait cette section F12 et donc c'était art appliqué. Et du coup, on nous a en gros éveillé à toutes sortes de trucs artistiques qui étaient vraiment archi intéressants, tu vois. Il n'y avait aucune notion business, clairement. Mais Ouais, c'était mais quand vraiment même, c'était intéressant. ouais, T'as eu une sensibilisation à ça assez complètement, rapidement. Et c'est cool que tes parents ils t'aient encouragé. totalement. À l'époque, on cherchait des trucs pour faire de l'infographie. On se dirigeait vers ça. C'est à Putain, moi l'époque, aussi. c'était le truc Pas vrai. cool, on va dire. Ça devait y préparer un petit peu. Mais en fait, pas tant que ça, parce que on faisait vraiment de l'art à l'ancienne, on va dire, tu vois. Les ordinateurs, franchement, c'était pas trop ça à l'époque, en tout cas dans ce lycée. Disons que t'apprenais à réfléchir pour tout faire avec tes mains, quoi. Ouais, ouais, on essaie vraiment plein de trucs. C'était l'histoire de l'art, bien sûr, architecture, peinture, enfin tout ce que tu veux. On faisait vraiment beaucoup, beaucoup de choses très différentes et c'était vraiment cool. Mais par contre, pas du tout d'infographie, justement, au final. Et ça, je me suis vraiment débrouillé tout seul. Et justement, c'est ce qui m'a permis de sortir du lot à cette époque. C'est qu'à un moment, il y a eu un concours de création d'affiches régional, je crois. Et en fait, tout le monde a fait des trucs à l'ancienne. Donc, peinture, montage, bidouillage, tout ce que tu veux. Et moi, j'ai fait un truc sur l'ordi, mais chez moi, de mon côté, tu vois. Et du coup, j'ai gagné. Alors, le seul truc qui a été intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a eu un espèce de remise de prix, je sais pas quoi, machin. C'était quand même un truc régional. Et du coup, j'ai rencontré des gens. Mon profil les intéressait. Ils m'ont proposé d'aller travailler en agence de pub. En fait, c'est ouf. Direct, en fait. Direct. En fait, C'est à quel âge que t'es parti en agence? j'avais 18 ans. Enfin, dès que j'ai eu mon bac, en fait. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, j'ai fait ce concours. Je l'ai gagné. Ils m'ont proposé un stage. Et dès que je suis sorti du lycée, ils m'ont dit bah si tu veux, là on est en train de créer un nouveau pôle. Si ça te branche, on t'embauche. Nous on est chaud. Je fais ouais, C'est-à-dire qu'en gros, ouais, directement, en fait, t'es passé du lycée à un emploi dans une agence. ouais, complètement. Ou comment ça s'est passé au début dans cette agence? Super bien. C'était pour moi c'était un délire, hein. T'étais pas en mode apporter les cafés, Pas du tout. Non. passe le balai. Non, après Non. j'étais graphiste. Enfin tu vois, j'étais assistant et j'ai appris le métier. Mais ce qui est bien, c'est que rapidement ils m'ont fait super confiance et j'ai pu évoluer et je me suis retrouvé à 20 piges à chercher des stagiaires, enfin embaucher des stagiaires, des gars qui sortaient de mon école et tout, enfin tu vois, que je revoyais plus tard et c'est moi qui cherchais à les embaucher. Enfin, c'était hyper marrant, tu vois. C'est ouf, ouais. Je me suis fait la main très vite. Après, j'ai toujours été très bosseur, euh, Non, moi, je te connais. ouais, Franchement, tu glandes, ouais, glandes voilà. et tu dors beaucoup surtout. Exactement. Je crois qu'Audran, c'est le mec que je connais qui dort le plus. Voilà. Il fait des nuits, on en parlera après. On en parlera vraiment après. Non, parce que désolé, dans le dernier podcast, j'ai beaucoup dit on va revenir sur Ouais. les sujets. Et comme on a été coupé en plein milieu, je suis revenu sur pas grand-chose. Voilà. Au Donc, final. on va vraiment revenir sur le Cette sommeil. En fait, si tu veux, je faisais mon boulot et puis à côté, en fait, c'était tellement passionnant, c'était tellement hallucinant comme opportunité que j'étais l'ombre de tous les mecs avec qui je bossais, avec qui je voulais vraiment apprendre, tu vois. Donc voilà, je faisais mon taf et en plus, dès que je pouvais, je me greffais dans leur dos à regarder ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient et je voulais vraiment booster, tu vois. Pour répondre à l'autre question, j'ai fait 10 ans d'agence de pub. Donc D'accord. voilà, je fais plusieurs De boîtes. ce stage, en fait, ce stage s'est transformé en emploi. Ils t'ont Ouais, embauché. voilà. Je pense que tu as dû évoluer dans la boîte. J'ai Alors, en évolué gros, dans la t'as fait boîte. quel type de poste? J'étais vraiment graphiste assistant au début, tu vois. Et puis après, je suis devenu DA au fil du temps, tu vois. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Après, j'ai changé de boîte, tout ça. La dernière, je suis resté 6 ans quand même chez TBWA. Donc c'était vraiment cool parce qu'en plus, c'était toujours des super boîtes avec des super projets, des marques de ouf. Tu vois, on a bossé pour C'est une des grosse BMW, boîte. Ouais. pour des Apple, pour vraiment plein de belles marques. C'était archi passionnant, quoi. C'était vraiment terrible. C'est comme ça que tu t'es formé parce que c'est vrai que tu as ce côté curieux. Mm. Moi, je te connais, tu adores tout ce qui est technique, que ce soit dans les drones. Je crois que tu es la personne que je connais qui a eu le plus de drones. Hein. Oui, Quoi qu'en ce moment, je sais pas si tu as si, acheté toujours un dedans. FPV peut-être. Ouais, bien sûr. En vrai, Ça m'étonne tellement pas. j'ai tué toute la gamme DJI. Ouais. Vraiment, ça j'adore ce qu'ils font, c'est magnifique. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment la partie technique, ça m'a toujours absolument passionné. Je suis un gros geek, on va pas se mentir. J'adore ça. Mais à côté, l'artistique, j'essaye de trouver un juste équilibre entre les deux tout le temps, quoi. C'est pas facile, mais C'est vrai que c'est pas facile et surtout quand tu es tout seul au début, c'est un peu galère. ouais. Et puis, même, j'ai l'impression que c'est aussi galère de trouver des gens. Par exemple, je sais que tu as eu des studios, le dernier en date, enfin l'avant-dernier en date, Sur Paris, 5e. dans le 5e, ouais. Mm.
tu as cherché plusieurs personnes pour essayer de gérer le studio. Tu n'as jamais trouvé quelqu'un qui soit fiable, j'ai l'impression. Ou tu en as peut-être eu quelques-uns, Non, mais ouais. sur la durée, j'entends. Non. Bon, déjà, j'ai toujours eu des gens avec moi. Même quand je travaillais chez moi, c'était un peu bizarre. Mais du coup, il y a des gens qui venaient bosser avec moi chez moi. Mais c'était cool, malgré tout. Et non, on trouve des gens. Ce qui est difficile, c'est de trouver des gens qui ont le même niveau d'implication que toi. Oui. En fait, à un moment, faut réussir à descendre ses attentes vis-à-vis des gens parce que tu seras toujours déçu quand toi, tu es toujours à 2000% dans tout ce que tu fais, en fait. C'est ça qui est compliqué. Surtout quand c'est toi qui initie le projet. Ouais, mais tu peux pas Ouais. attendre que les gens ils soient autant moteurs que toi, en fait. C'est impossible. Et puis, vraiment, C'est c'est dur, marrant. ça. Mais Tu devrais réduire les attentes. non, mais c'est J'ai ça. du mal aussi, mais ouais. C'est archi compliqué, mais tu es obligé parce qu'en réalité, personne ne peut être aussi motivé que toi sur ton propre projet. Et c'est ce qu'on pense. Et finalement, de temps en temps, tu as quand même des bonnes surprises, tu vois. Tu as quand même des gens qui ont envie, qui se donnent à fond et qui, en tout cas, qui essayent, tu vois. Puis tu as des bons gars dans ta team, en plus. Ouais, il y a Moi, vraiment... même tous les gens que j'ai connus qui gravitaient autour de toi, Ouais. globalement, c'était des personnes assez cool. Ouais. Ceux que j'ai pu connaître et que j'ai vus sur le long terme, tu vois. Ouais, c'est d'autant plus que, justement, il y en a, ils sont passés, mais il y en a qui, toi, que je refais bosser régulièrement, enfin, qui me suivent vraiment depuis. Ouais, ça fait peut-être 10 ans que j'ai monté ma première boîte. Ça fait quoi? Ouais, non, ça fait 9 ans. Et il y en a, ils sont toujours là, en fait. Quand je les appelle, ils sont là, tu vois. Et il y en C'est a qui extraordinaire. ont. Je pense à Odell, par exemple. Ouais, carrément. Il a Moi, je pris sais un pourquoi lui. level. Ouais, mais de ouf. Il a pris un level de ouf par Ouais. rapport à ce qu'il faisait même au début quand on s'est connus. Ah ouais. Parce que mine de rien, j'ai retrouvé notre premier échange Ah ouais. Messenger. Devine quelle année? Waouh. Bon, là, on est en 2022. Du coup, fin 2022. Bah, c'est forcément dans ces époques-là, je dirais entre 2012, 2013, 2014 peut-être, je sais pas. Ah ben, c'est 12 octobre 2015. C'était, je crois, une ouverture de magasin ou une présentation de marque. Ouais, c'est ça, c'était Mais de l'événementiel. Ouais, ok. Et après, ça a matché. Et c'est là où j'avais rencontré Odell. Ouais. J'ai rencontré en même temps que toi. Oui. En même temps que moi? Ah oui, que moi, En oui, même temps, d'accord. ouais. Oui, Non, oui, je te- oui, oui. Ouais, je me te disais, connaissais lui, avant. moi, Ouais. Odell, j'avais rencontré sur un autre truc. Bah, justement, dans les Bah oui, délires je me doute. d'entrepreneuriat, Ouais. on avait monté une chaîne de télé gospel, où je l'avais rencontré dans ce cadre-là. Et bah, pour te dire, je pensais à lui tout à l'heure, parce que bah, encore aujourd'hui, quand je l'appelle, voilà, on bosse ensemble, direct et tout, alors qu'effectivement, il a son business à côté, ça tourne bien, ça marche bien, il fait des belles choses et tout. Moi, je suis très content de voir son évolution et c'est top. Mais justement, c'est ça qui est terrible. C'est que je les vois, enfin, tous mes gars, je les vois évoluer chacun de leur côté et tout, et ça fait archi plaisir, tu vois. Et toi, il y a pas de fierté mal placée de se dire c'est grâce à moi au truc, machin, parce que j'ai tellement entendu des trucs comme ça dans mon dos de personnes qui se sont dit ouais, Audran, il est là où il est grâce à moi, truc, machin. Non, tu vois, c'est des rencontres, c'est des parcours qui se croisent et tout, des choses qui devaient peut-être arriver ou pas, j'en sais rien, mais et en fait, c'est beau de voir juste qu'on grandit tous ensemble comme ça, c'est top, c'est vraiment top. Puis tu as ce truc-là aussi d'aider, si tu peux. Et ouais, mais tu vois, tout le monde n'est pas comme ça et c'est cool. Parce que moi, c'est pareil, quand j'ai besoin ou toi, quand tu as besoin, on se file des coups de main, De ouf. on est là, tu vois. Ouais, Mais c'est toujours vrai que avec tu as ce plaisir, en tout truc-là cas. et merci de même. Et c'est vrai que quand tu le dis, genre, je reprends l'exemple d'Odell parce que c'est lui que je connais le mieux aussi dans la team. D'ailleurs, Odell La Montagne, sur les réseaux. La fierté que tu vas tirer, c'est que tu es content pour lui. Ouais. C'est pas genre te mettre en avant ou quoi, tu vois. Non, il n'y a aucun intérêt pour ça, franchement. Je comprendrai jamais parce que j'ai vraiment, encore une fois, je l'ai entendu plein de fois. Ouais, là où il est, c'est grâce à moi, nanani, nana. Et frère, ça sert à rien, ça ne sert à rien. On se croise, on avance ensemble et puis après, chacun se développe et tout et ça fait vraiment archi plaisir. Moi, il est venu, je lui avais proposé de bosser avec moi pendant un moment parce que voilà, je l'avais croisé sur un truc précis. Comme moi, voilà, avant de commencer et de me lancer tout seul, quand j'ai quitté la pub, j'ai eu envie de me mettre en indépendant. Donc j'étais DA, graphiste, indépendant, freelance. Jamais je me serais dit j'en serais là aujourd'hui, j'aurais fait tout ça, etc. J'avais pas spécialement de plan. Je voulais juste changer d'univers et surtout faire les choses par moi-même parce que quand t'es DA en agence, t'es quand même un peu limité. Tu travailles avec des réals, tu travailles avec des photographes, mais c'est pas toi qui fais en fait. Et je trouve ça hyper frustrant. En tout cas, je trouvais ça frustrant à l'époque. Et voilà, je voulais faire plus de choses par moi-même en fait. Donc du coup, je suis parti, je me suis mis en indé et j'avais pas du tout de plan.
Mais au final, j'ai croisé un réal qui s'appelle Rachid Ferrache, qui a un parcours de fou. Lui aussi, il a vraiment un parcours incroyable. Et, euh, et du coup, bah, c'est pareil. Comme j'ai fait en pub, bah, quand je l'ai rencontré, je me suis un peu greffé sur son épaule, tu vois, et j'ai regardé comment il bossait. Je l'ai assisté pendant longtemps sur plein de tournages. Voilà, qui mettait en place, que ce soit des clips, des émissions, des trucs, des machins. Et du coup, ça m'a grave donné envie de faire la même chose. Donc voilà, j'ai appris beaucoup avec lui. Et puis après, voilà, je me suis développé de mon côté, quoi. Ok. Et quand tu as quitté l'agence, parce que mine de rien, c'était une certaine sécurité. Mhm. Parce qu'en fait, tu as fait combien d'agences au total? Donc, tu m'as dit que tu es resté 10 ans dans la même. 4-5. 4-5, mais en fait, Ah oui, c'est ce qu'il faut capter, c'est qu'en même temps que j'étais employé en agence, en fait, je me suis vite mis en freelance aussi. d'accord. Donc, tu travaillais aussi pour toi sur quel type de projet? Tu as commencé comment? C'est à quel moment, pendant que tu étais en agence, tu t'es dit, tiens, donc il y avait cette frustration-là, Mm. mais c'est à partir de Très vite. quel moment, quel âge environ, où tu as commencé, tu t'es dit, tiens, je vais faire, je sais pas, déjà quel type de statut tu t'étais créé à l'époque, si tu avais un statut? Ouais, c'était à la Maison des Artistes. Pardon, c'était comment? Mais la Maison des Artistes, il n'y avait pas Ah oui, encore EMDA. auto-entrepreneur. Mais moi, très vite, en fait, j'ai toujours voulu faire plein de choses. Moi, je suis quelqu'un vraiment de Et, projet, en fait. et en vrai, la maison des artistes, c'est plus intéressant quand tu fais de l'artistique qu'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, pour moi, c'est pas très intéressant. Ça dépanne au début, Ouais. mais t'as aucune protection, t'as rien. En fait, Ouais, la Maison des Artistes, c'est compliqué, hein. Je préfère pas en parler parce que franchement, j'ai très pas de bien. très bons souvenirs de, de la Maison des Artistes. Après, je pense que ça dépend des interlocuteurs aussi. Mais bon, Ouais, je les trouve pas humains, en fait. Donc, je trouve que ils portent très mal leur blase Maison des Artistes. Tu te sens pas à la maison, tu te sens pas avec des artistes ou considérés comme tels. C'est très bizarre. Pour moi, je sais pas quel est leur but réellement, s'ils veulent vraiment aider les gens ou pas, mais je trouve que c'est pas une bonne ouais. vibe. Moi, j'ai Ouais, jamais ouais. été Auto-entrepreneur, accord ça avec. lève quand même, ça a évolué le statut depuis, même si je le suis plus, mais ça a évolué dans le bon sens, je trouve. Peut-être pas pour tout, parce que je le maîtrise pas, hein, ce truc. Toi, tu l'as été? Je l'ai été au tout début, Ouais. même pas un an, parce que justement, il y avait des limites. C'est pour t'aider, en fait. Et ouais, c'est pour t'aider à te lancer ou à faire un truc à côté, tu Toi, il y vois. avait des limites, mais les limites, tu les as. Bam! Tu les as Non, explosées. mais ouais, bah écoute, les limites, elles étaient quand même un petit peu légères. Donc ouais, bon voilà, à l'époque, effectivement, on a réussi à avancer bien comme il fallait, justement. Là, aujourd'hui, les limites, ils les ont vachement repoussées, donc je trouve que c'est intéressant. Ça a été prévu aussi pour des compléments de revenus, tu vois. Donc, Oui, c'est ça. non, je trouve que ce statut, il est vraiment pas mal, hein. Il est très simple, très souple. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien pour débuter. Le problème, après, Ouais, c'est toutes les dérives qu'il y a. bien sûr. Bah, et comme Les dans tout. boîtes qui se disent, tiens, on va payer lui moins et on prend pas en compte les cotisations et compagnie. Mais Ouais, ça aide quand tu es une petite boîte, effectivement, travailler avec des indés. c'est tout le problème. Ça dépanne. Mais après, quand tu es une grosse boîte et que tu as les moyens, Ouais, ils continuent d'utiliser ce système et c'est pas dingue, quoi. Et c'est vrai que ça aide à construire des projets quand c'est des gens qui ont envie de faire des projets artistiques aussi, qui mm, sont pas là à travailler juste pour avoir de l'argent. Parce que c'est pareil, c'est bien d'avoir de l'argent, effectivement, mais quand avoir de l'argent avec quelque chose qui te rend malade, dans laquelle tu t'épanouis pas, c'est pas ouf. Je pense qu'il faut réussir à faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire, et derrière trouver un moyen de monétiser le truc. Et je pense que c'est aussi ce que tu as réussi à faire. Et ce que tu arrives à faire, c'est que le fait d'avoir des boîtes, mine de rien, ça te permet d'essayer de gérer des revenus, tu vois, là où tu vas pas forcément gagner quand c'est tu vas essentiel, hein. faire des petits projets, tout ça. Je pense que ce qui s'est passé, enfin, tu me dis, hein, c'est que tu étais là-dedans, donc, et tu avais envie de faire tes propres projets. Là, tu as commencé, je pense, comment du coup? Quel type de client tu avais? C'était quoi les premiers trucs que tu faisais? Parce que je pense que tu as dû faire plein de trucs au début de manière bénévole, que ce soit du clip, que ce soit des vidéos peut-être de danse. Clip Parce que bénévole. Moi, j'ai toujours été dans la musique. Euh, j'ai chanté à une époque. J'ai fait pas mal de trucs dans la musique personnellement. Donc, du coup, et dans la danse. dans la Ouais. danse, Enfin, la ça, musique au sens large, quoi. ouais, Hmm. c'est vraiment deux trucs importants. Et du coup, c'est vrai que, en fait, à un moment, je me suis dit, bah, je vais mettre mes services de l'image au service de la musique, tu vois. Et du coup, bah, dans mes clients, ouais, ça a toujours été voilà, des chanteurs, des rappeurs, beaucoup de danseurs, beaucoup, beaucoup. Ça, c'était le premier point. Après,
bien sûr, quand je me suis mis en indépendant, je continuais de travailler avec les agences de com. Justement, ça, c'était, on va dire, plus pour la partie business, pour s'assurer que ça tourne bien et que tu arrives à survivre, machin, pendant que je m'intégrais plus on va dire, dans le côté artistique, et notamment dans la musique. En fait, c'est ça, c'est que tu avais ton salaire Hmm. qui te permettait de pouvoir Pas le prendre des salaire. risques. Non, c'était Non, pas un salaire en agence? non, si, bien sûr. Ils te Non, non, je te nourrissaient, parle ils te quand je payaient en me... nourriture. Voilà. Un sandwich. Bon, non. Non, non, mais quand je me suis mis en indé, en fait. Quand je me suis mis en indé, au début, j'ai gardé vraiment le contact avec les agences de com. Donc, je continuais de bosser en freelance avec Oui, eux. mais quand tu t'es mis en indé, ce que tu disais, en fait, c'est pas t'es devenu indé d'un coup. C'est-à-dire qu'en gros, t'étais en agence, t'as quand même commencé à te faire des clients, Tout à à fait, faire ouais. des travaux à côté. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as arrêté l'agence, Mm. tu savais quand même que tu avais. Ouais, j'avais potentiellement de la clientèle, du business qui pouvait tourner, tu vois. Et surtout, tu savais, je pense, que tu pouvais te gérer parce qu'il y a plein de gens quand tu sors de l'école ou quand tu es dans une boîte, qu'on te dit quoi faire toute la journée. Mm. Après, quand tu te retrouves sans rien, tu sais, c'est un peu comme les gens qui toute leur vie travaillent dans une usine ou même dans un boulot où ils Ouais, sont tu perds pas tes repères. décisionnaires. Mais c'est surtout qu'ils savent plus quoi faire. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent, ils savent pas comment gérer leur temps et c'est pour ça qu'il y en a, ils arrivent à la retraite et ils meurent vite parce qu'ils ont plus de. Mais non, mais c'est vrai. C'est qu'en gros, ils travaillent dur toute leur vie. Quand ils arrêtent, il y a plus tous les collègues de travail qui voient pas forcément en dehors et ils savent pas quoi se donner à faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, ils font pas grand-chose. Après, il y en a qui arrivent. Mais je pense que tu as une bonne partie de gens qui, au final, sont livrés un peu à eux-mêmes après, parce que je pense que c'est une mécanique aussi. Il y a plein de gens, ils ont peur, parce que les objectifs, il faut que ce soit toi qui te les fixes, il faut que ce soit toi qui te donne les coups de pied au cul pour avancer. Bah, par exemple, ce podcast, personne m'a obligé à le faire, je l'ai fait parce que j'avais envie, mais mine de rien, tu peux pas faire ça toute seule, tu vois. Donc tu es obligé de motiver une équipe. Si tu veux pas le faire, personne va te pousser à le faire. Mais par contre, quand tu crées, c'est cool, parce que moi, en l'occurrence, je travaille avec des gens que j'aime bien, et en plus, ça me permet d'inviter des gens que j'apprécie, des gens que je vois pas forcément très souvent, et de pouvoir échanger sur leur parcours et de pouvoir faire partager ça aussi. Donc c'est aussi pour rencontrer, parce que moi ça me fait super plaisir de faire ça, mais en plus partager des parcours de gens qui ont un profil artistique et entrepreneurial pour montrer que c'est possible aussi de vivre de sa passion, mine de rien. Parce que il y a beaucoup de gens, de parents par exemple, qui sont pas du tout dans les milieux artistiques. Eh ben, il va y avoir des barrières dès le début. C'est-à-dire que toi, tu as eu de la chance quand même que tes parents te soutiennent, mais il y a moi, je connais des parents, pour eux, c'est pas un vrai métier. Ils pensent qu'il y a que les acteurs connus qui vont réussir à en vivre. Alors que non. Ce qu'on disait la dernière fois dans le dernier podcast, si vous l'avez écouté, bien sûr, c'est qu'en fait, 90% des intermittents, c'est pas des mecs connus. Tu vois, des acteurs qui vivent du théâtre, des acteurs même qui font des seconds rôles, des figurants, même tous les techos. En fait, tu peux très bien vivre en étant technicien dans le cinéma. C'est un vrai métier, quoi. Et en fait, même si on fait plusieurs choses, parce que nous, c'est pareil, on fait plein de trucs. Tu vois, tu m'as résumé un peu ce que tu faisais, mais tu fais beaucoup plus de trucs, en fait. Parce que quand tu fais un shooting... Tu me dis 2 mots, alors. mais c'est vrai. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est large et c'est difficile de résumer en une activité. Mais mine de rien, on arrive quand même à en vivre. Si tu es motivé, que tu essaies de te faire un réseau, que tu bosses et surtout que tu es moteur, il faut juste pas lâcher, quoi. Mais c'est pour ça que c'est intelligent et c'est intéressant de se faire des points de sauvegarde comme différentes sociétés. Ça, c'est cool d'avoir différents associés sur différents projets. Carrément. Ça t'aide aussi. Moi, par exemple, pourquoi j'adore travailler en équipe, c'est parce qu'en fait, quand tu crées du mouvement et que les gens, tu leur montres qu'on peut faire des choses cool, bah, quand toi, tu peux avoir un coup de mou ou quoi, les autres, ils sont là aussi pour te relever. Je vois juste, tu prends un projet, j'en sais rien, tu dois aller filmer un truc. T'es malade. Si t'es tout seul, t'es niqué. Alors que si t'as une équipe, eh ben, tu peux envoyer des gens de confiance. Et ça, c'est dur, je trouve. D'envoyer des gens de confiance, tu sais, qui vont faire bien le taf, qui vont pas mal parler aux clients, qu'il va y avoir le point. Je pense que tu en as eu plein des exemples comme ça. Bien sûr, bien sûr. J'en ai eu plein aussi, tu vois. Et du coup, il y a des moments où c'est compliqué. Donc, c'est important de se créer une équipe. Et quand tu as des gens de confiance, je pense que tu vas beaucoup plus loin, de toute façon. Ah oui, c'est sûr. Je pense change que absolument tout. Ça change tout. Bien s'entourer, ça, surtout dans ce milieu-là, c'est essentiel à mon sens. Mais c'est surtout que c'est possible d'arriver à vivre de sa passion ou d'un métier artistique. Il faut juste des fois un peu être malin et réussir à trouver les moyens d'eux. Ce podcast-là, moi, c'est un truc qui me tient à cœur parce que je rencontre un peu moins maintenant des gens parce que j'évolue dans ce milieu-là. Du coup, la plupart de mes potes, c'est des indépendants, des entrepreneurs, ou des gens qui gravitent autour du milieu de l'audiovisuel. Donc, mais je vois de partie de ma famille qui ne comprend pas déjà ce que je fais. C'est un gros délire. Mais c'est surtout qui ne pense pas que c'est possible pour eux.
pourquoi je veux faire ça, c'est aussi à la fois pour kiffer, mais pour partager le fait des parcours de vie qui sont intéressants, que moi, que je trouve intéressants, et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. D'ailleurs, tu as été un des premiers à qui j'ai demandé de venir, parce que je sais que ton expérience, ton expertise sur pas mal de domaines peut être assez profitable. Enfin, ça va être profitable à certains qui peuvent écouter, tu vois. Donc après, toi, c'est cool parce que tes parents t'ont soutenu. Tu as trouvé un moyen d'avoir de l'argent grâce à l'agence. Et à côté, tu as commencé à faire ta base de clients. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné où tu t'es dit, je lâche complètement l'agence? La dernière agence, tu as mis combien de temps à prendre la décision? Et c'est quoi qui a fait que t'es parti? Ouais, j'ai mis du temps. En fait, la dernière agence, je suis resté 6 ans. C'était super au début. Il y a eu des fusions, il y a eu des déménagements, il y a eu plein de choses. C'est tout ce qui peut se passer dans une agence en 6 ans, surtout des grosses agences. C'est fou. La vérité, c'est que j'ai connu tu sais, les plans de licenciement, les trucs, machin. J'ai vu beaucoup de mes collègues se faire lourder dans des conditions pas toujours idéales. Et pas très humaine surtout. Et en fait, je me suis dit, franchement, je préfère bouger avant de me faire bouger, quoi. J'ai vu le truc arriver que tout était en train de changer trop vite et pas de la meilleure des façons, quoi. Et surtout, je pensais avoir fait le tour. Encore une fois, moi, j'avais des petites frustrations parce que j'avais plutôt envie de faire que de... Là, on me demandait en gros de créer les concepts et ensuite de trouver des talents justement pour donner vie aux différentes idées. Et voilà, ma frustration, elle était là, j'avais envie de faire. Donc, à un moment, entre ce que j'avais envie de faire et la situation qui commençait à se dégrader un petit peu, je me suis dit, je pense qu'il est temps, j'ai fait le tour. Je me mettrai bien en indé pour me donner une chance de faire exactement ce que je veux, même si ce n'était pas clairement défini en réalité dans ma tête. Et ah oui, et en plus, en vérité, quand je me suis vraiment dit, ça y est, j'y vais, c'est que j'avais une idée d'entreprendre justement un truc qui n'avait absolument rien à voir. Je voulais. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Parce que j'en ai jamais parlé vraiment. Ouh, des révélations dans ce podcast. Il y a un truc, c'est que j'adore optimiser les process. C'est très bizarre. Ça, ouais, moi aussi, Ouais, j'aime bien. c'est les Mais j'avoue que process. tu as un level là-dessus qui est. Ouais, j'aime pas répéter des choses et faire toujours les mêmes conneries. Donc, j'essaye toujours d'analyser et trouver des solutions pour améliorer, optimiser, etc. Et du coup, en fait, moi, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a évoqué. À cette époque, je me disais, les restos dans Paris, ça pue la merde. Le service, il est nul. Je vais inventer Uber Eats. On n'était pas loin de ça. Non, en fait, moi, je voulais mettre en place un système parce que je sentais que ça arrivait. C'était avant les iPads et compagnie. Je voulais faire des tables tactiles dans les restos avec lesquelles tu pouvais appeler le serveur quand tu voulais parce que les serveurs, ils viennent toujours au moment où tu veux pas. Je repasse dans 5 minutes. T'as le truc du serveur où tu veux l'appeler et en fait, une fois qu'il a servi une table, il baisse la tête comme ça. Il te calcule plus, ouais. Et il te calcule plus. Genre, tu restes 5 minutes, tu veux payer. Ou il vient de voir, il dit je peux machin, et puis je peux prendre la commande, tu le à 5 minutes, puis le gars il revient et pas avant 15-20 minutes. Donc t'es dégoûté, tu te dis j'ai loupé l'opportunité et tout. Je sais pas s'il va, il va se repointer. Ça et plein de choses. Je voulais faire des menus interactifs, je voulais même il y avait plein d'idées sur des événements où tu pouvais utiliser ces tables et tout. Enfin d'autres trucs, il y avait plein d'usages plutôt très sympathiques. Et du coup, j'avais rencontré un mec qui bossait chez Apple et on devait s'associer pour mettre en place ce truc. Et en fait, c'était pas forcément ouvrir un restaurant, c'était créer ce système pour le mettre en place dans divers restaurants. Et après, on est parti loin dans le truc en se disant, le mieux quand même pour faire connaître ce système, ça serait d'ouvrir quand même finalement un restaurant. Donc voilà, on était un petit peu parti là-dessus. Et du coup, entre ça et me mettre en freelance à côté, histoire d'assurer le truc. Et voilà. Et en fin de compte, je suis parti. On a commencé à vraiment beaucoup travailler sur ce projet. Et puis finalement, il a eu un môme. Et c'est le drame. Non, mais c'est con, mais du coup, il est sorti du projet, tu vois, il avait plus la tête à ça. Lui-même, il venait de quitter Apple, donc je pense qu'il a dû se dire, il faut absolument que j'assure le truc et que je trouve un job sérieux à côté, machin. Bon. Ah, et d'ailleurs, j'ai zappé ce projet parce que tout seul, je savais que je pourrais pas le gérer à ce moment-là. Puis, je voyais plein de trucs qui se rapprochaient de ça. Je voyais j'avais trouvé un resto où ils avaient collé des ordis en bout de table pour faire à peu près la même chose. Moi, c'était nul, mais c'était pas pratique. Mais en tout cas, ils se rapprochaient de ce que je voulais faire. Labellisé Sarzier. Exactement. Après, j'ai vu des restos qui commençaient à fournir des iPads quand c'est sorti pour les menus et compagnie, machin. Donc, je me suis dit, bon, ça y est, tout le monde est dessus.
Je pense que j'avais bien senti le truc, mais on n'avait pas été assez vif et on a surtout pas du tout réussi à aller au bout du truc. Donc, je suis sorti de ça, j'ai zappé, j'ai mis de côté, puis voilà. Et en bossant sur la com d'une agence IMO qui venait de se monter, enfin que 2 potes avaient monté ensemble, finalement, ils m'ont proposé de m'associer avec eux, de monter l'agence immobilière avec eux. Et du coup, je suis parti là-dessus, plus le truc de freelance à côté. Donc, j'ai monté une agence immobilière qui s'appelait Dr House. Voilà, et qui existe toujours. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu un réseau d'indépendants. Là, je me rappelle, on avait filmé une soirée. Ouais, tu m'avais appelé pour filmer justement une soirée de réunion des docteurs, il me semble. Enfin, des indés. Du coup, pas des docteurs. Non. Ouais, j'ai toujours aimé l'immobilier. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de business personnellement aussi dans l'immobilier, d'acheter des apparts, de les retaper, les revendre et compagnie. Ouais, j'avais oublié tout ça en fait. C'est trop marrant. Et donc voilà, donc ça m'a permis aussi de me mettre un pied à l'étrier dans l'univers du business, de monter des boîtes et tout. C'était vachement intéressant. Pendant que tu montais ce projet-là, donc le projet de créer ces tablettes tactiles et d'optimiser un peu les commandes, tu continuais quand même à faire de la photo, à faire de la vidéo, à faire... En fait, à cette époque, je n'en faisais pas du tout d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que j'ai toujours fait de la photo personnellement, voilà. C'est-à-dire que tu en faisais quand même à côté. C'est-à-dire que tu n'as pas arrêté. En fait, j'ai toujours fait. J'en faisais collège, lycée, j'ai toujours fait de la photo, de la vidéo, mais vraiment, c'était hobby, quoi, tu vois. C'était une passion personnelle, quoi. Oui, c'est ça, passion personnelle, mais c'est quand même quelque chose que tu n'as jamais arrêté, que tu travaillais. C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, même sans être payé ou quoi, c'est un truc que tu aimes faire. Ouais, complètement. Et que tu n'arrêteras probablement jamais. En fait, jusqu'à 2013, quand j'ai monté ma boîte, je dirais donc du coup jusqu'à 2011-2012, je me suis jamais dit je pourrais en vivre de ce truc parce que pour moi c'était une passion personnelle et c'est tout, tu vois. Même toi, tu avais ces barrières-là en fait. Ouais, mais en fait, pourquoi je sais pas. Moi, ça faisait 10 ans que je faisais de la pub, donc ça, je savais que pour moi c'était un business. Je savais à peu près comment faire, avoir des clients, gérer tout ça. La photo, personne m'avait jamais dit tiens, tes photos elles sont cool, je te paye pour faire tel truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore les Instagram et compagnie, tu vois. Donc les gens ne voyaient pas ce que tu faisais dans ton coin et du coup, voilà. Tu veux dire que tu es un photographe Instagram? Non, mais c'est un formidable outil aujourd'hui de communication qui permet de te faire connaître à travers le monde très facilement. C'est incroyable cette histoire. Tu mets les filtres du coup de Insta, toi. Tu retouches. La vérité, c'est que c'est un support une plateforme qui est incroyable et qui est hyper utile. Après, tu en fais l'usage que tu veux et il y a des bons et des mauvais usages, mais enfin, c'est à chacun d'en juger. Mais en tout cas, ça a changé énormément de choses pour énormément de gens si on regarde bien la situation. Il y a des gens qui vivent grâce à cette plateforme ou d'autres. Il y a 15 ans, tu aurais parlé de ça, les gars, tranquille. Ouais, c'est vrai. Non, ça a changé beaucoup de choses. À l'époque, c'était le cercle de personnes que tu rencontrais qui te faisait vivre, en fait, qui validait ce que tu faisais et qui te faisait vivre. Là, aujourd'hui, tu connais personne, tu dis demain, je vais être photographe ou quoi ou qu'est-ce. Tu te formes un peu, tu te lances, tu postes des trucs. Si tu es carré, régulier et que tu vas loin vraiment dans ton truc, tu peux t'en sortir. Enfin, c'est hallucinant, en fait, sans connaître personne à la base. C'est surtout avec l'apparition de Facebook que je trouve que ça a commencé à démocratiser l'entraide et que ça... Moi, l'apparition des réseaux sociaux, alors effectivement, il y a les bons, les mauvais côtés des réseaux, comment tu les utilises, mais c'est vrai que ce côté-là, pour faire de la création, je trouve que c'est dingue. Toutes les plateformes qui existent et compagnie, et je vois l'apparition de Facebook. Moi, c'est là que j'ai commencé à pouvoir... je commençais à ajouter des gens, je voyais qu'ils faisaient des potes, deux potes qui faisaient de la photo, ouais, c'est ça. Des comédiens, machin, tout ça. Et du coup, c'est comme ça, parce que quand j'étais au lycée à l'époque, je me rappelle quand je voulais faire des films, mais autour de moi, il y avait personne. En fait, au début, moi, parce que je me voyais pas faire un métier où je faisais toujours la même chose. Donc, je m'étais dit, je vais être comédien. Comédien, c'est stylé. Chaque film, tu changes de vie. C'est ouf, tu vois. Le problème, c'est que j'avais rien pour filmer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone qui filme. Il y avait à la limite des... Bon, il n'y avait pas de... C'était vraiment une qualité dégueulasse. Et surtout, j'avais personne dans le milieu, j'avais aucun pote comédien, j'avais des potes qui étaient au lycée, il y en a peut-être un ou deux qui faisaient du théâtre, mais basta quoi. Du coup, je devais, entre guillemets, forcer mes potes à bosser sur mes films. Je t'ai dit, je connais personne qui filme, du coup, je vais écrire des trucs dans lesquels je vais jouer. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Okay. Et du coup, mes potes de lycée, je les faisais venir. J'avais mon grand-père qui avait une caméra.
C'était vraiment format VHS-C à l'époque, tu vois, c'est vraiment l'ancienne. Et ben, du coup, je faisais chier mes potes, je fais bon, on va faire ça. Je réalise, vous allez jouer dedans, je vais jouer dedans aussi. Les acteurs qui joueront pas, c'est eux qui filmeront et tout. Enfin bref, on a commencé à faire des petits courts-métrages comme ça. Mhm. Mais après, j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. Mais je le faisais parce que j'ai envie de le faire, parce que je crois que on a un besoin aussi de raconter des histoires. Mm. Peu importe le format, que ce soit en clip, en, en photo, en vidéo, en audio, peu importe. Et je crois que ce besoin-là, c'est cool quand tu arrives à trouver un moyen de le monétiser, à arriver à gagner de l'argent avec. Mais je pense que c'est pas le but premier. Parce que si tu commences dans ce milieu-là C'est sûr que non. en voulant gagner de l'argent, c'est compliqué parce qu'en vrai, il y a de l'argent, mais il y a énormément de temps de travail et d'heures. C'est ça. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je disais, toi, tu fais beaucoup de grasse mat. Tout à l'heure, tu m'as dit, je suis content cette nuit, j'ai beaucoup dormi. T'as dormi combien de temps? Rappelle-moi. Et 5 heures. 5 heures, voilà. Un poil plus de 5 heures. Pour Audran, 5 heures, c'est énorme. Même moi, c'est pareil, je me suis un peu amélioré là-dessus. Bon, moi, je suis à 6-7 maintenant. Waouh. Moi, je suis un gros dormeur, qu'est-ce que tu veux. C'est très souvent qu'on communiquait la nuit. Mhm. Je vois à 2-3 heures, je savais que toi, on pouvait parler. Mhm. Je disais, tiens, j'ai un truc. Bref, on se partageait des vidéos, on échangeait et tout. Je savais que tu étais en train de faire ton montage ou tes retouches photos. Moi, c'est Bien pareil. sûr. Et là, du coup, je me suis un peu calmé. Là, j'essaie de me lever plus tôt maintenant. Parce que c'est vrai que quand tu te couches à 5 parce que tu as bossé toute la nuit, c'est dur d'être debout à 7. Bon, toi, je sais que tu le faisais quand même. Voire tu peux le faire encore. Mais tu t'es calmé un peu quand même. Ouais, maintenant, ça 2 devient super heures. rare. J'ai fait 10 ans à dormir que 2 heures par nuit en moyenne. C'est vraiment pas terrible. Je le recommande absolument à personne. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai? Non, mais le truc, c'est. Je recommande. Dormez 2 heures par nuit. Non, mais en fait, en fait, on croit que ça va nous aider de ne pas dormir, de pouvoir travailler plus, etc. Sauf que le travail n'est pas d'aussi bonne qualité parce que toi-même, tu n'es pas du tout dans un état pour bien travailler. En fait, déjà, tu es sur les nerfs tout le temps, donc tu t'embrouilles facilement, tu te prends la tête, tu commences à psychoter, tu es moins créatif. En fait, tu vois plus rien. Ça veut rien dire, en fait. Tu le fais parce que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut faire, mais en fait, non, c'est pas bon du tout, en fait. Il y a rien de positif à ça. Et ça engendre que des soucis parce que c'est pareil, quand tu es 5 heures du mat, tu es en train de dérusher, t'es à moitié embourbé, je sais pas quoi, tu te plantes de carte mémoire, t'effaces un truc, t'es là, tu fais, t'as foiré un truc que tu viens de tourner et tout. Enfin, ouais, ça m'est arrivé quelques fois, franchement, ça n'a absolument rien de positif. Donc tu le fais parce qu'en fait, tu sais plus très bien ce qui est bon, ce qui est pas bon, la bonne façon de gérer les différents projets, etc. Mais faut vraiment éviter. En fait, vaut mieux prendre moins de choses à faire et les faire mieux, c'est tout. Hein. Tu veux dire que c'est toi qui donnes ce conseil-là? Oui. Non, vraiment, faut vraiment faire des choix, c'est important. Ouais. Tu parlais de comment se développer, etc. Moi, je sais que j'ai essayé énormément de choses, que ce soit en photo, en vidéo, en business. J'ai essayé énormément de trucs. Moi, c'est vrai que j'ai jamais voulu faire de choix ultime, de faire par exemple que de la photo de mode ou être que dans la musique ou je sais pas. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup de choses très différentes et j'assume parce que derrière, ce qui est sûr, si je peux donner un conseil, c'est il faut quand même, en vrai, c'est mieux de se spécialiser le plus vite possible, vraiment dans une voie. Parce que c'est ça qui marche. Quand on arrive à t'identifier, et surtout avec l'apparition des réseaux, quand on t'identifie dans un créneau très précis, voilà, on va se dire, il est expert de ce créneau, lui, il est fort, c'est cool, c'est sur lui qu'il faut compter. Effectivement, mais c'est réel. Hein. Mais le problème, c'est que tu t'enfermes dans un truc Tu et t'enfermes après, dans on un truc. t'appelle que pour ça. Quoi. Exactement. Il faut voir un truc. C'est aujourd'hui, si tu veux péter sur les plateformes, clairement, je pense que c'est mieux d'aller dans cette direction. Je donne un conseil que je n'ai jamais suivi et que je ne veux pas suivre. Mais c'est un truc que tu vois. Mais c'est ce que je vois, clairement. Les ceux qui émergent réellement, c'est ceux qui se spécialisent dans un domaine, qui deviennent experts d'un domaine, qui sont identifiés comme tels. Ce qui ne t'empêche pas, une fois que tu as pété un peu, tu vois, que tu commences à avoir vraiment tes connexions, ton réseau, etc., tu peux, toi, faire en secret derrière tous les autres trucs qui te branchent, parce qu'en vérité, tu auras toujours des opportunités variées, tu vois. C'est important qu'on t'identifie dans un truc. Alors, ça revient à avant qu'il y ait les réseaux, les trucs, on disait, ouais, on met dans un tiroir en France, on aime bien t'identifier comme faisant ci ou ça, et t'as pas le droit de faire ça. Un acteur qui a pas le droit d'être chanteur, un chanteur qui a pas le droit d'être ci. Bon, voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a tout ça, ça a énormément changé. Ça a bougé, oui. Je pense que
on accepte que tu fasses des choses très différentes, mais en réalité, tant qu'on t'a pas identifié dans un domaine précis, voilà, on te juge pas expert de 15 trucs. Et la réalité, c'est qu'en C'est réalité, vrai. tu peux rarement être expert de 15 trucs. Donc, je trouve qu'il y a une logique. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai compris ce truc-là. Et malgré tout, je veux quand même continuer de faire plein de choses différentes. Mais c'est vrai que j'ai quand même fait des choix au fur et à mesure. Et depuis que je les ai faits, je vois bien la différence. Tout va mieux, en réalité. Mais, et je te rejoins là-dessus, c'est que c'est vrai que moi, pendant un moment, c'est surtout au début. Je faisais de la réal, du cadre, je faisais tout un tas de postes électro, de la light, régie, bref. Je faisais de l'écriture, de la photo, tout ça. La prod. De la prod, beaucoup de prod. D'ailleurs, je me suis un peu enfermé là-dedans. Hein. Pendant un moment, on m'appelait plus que pour faire de la prod. C'est un truc que je commence à gérer maintenant, depuis 10 ans. Mais tu vois, quand tu dis qu'il faut faire des choix, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, la prod de manière exceptionnelle sur un projet qui m'intéresse, tu vois, comme quand on travaille ensemble, par exemple, sur la dernière pub qu'on a fait, ou monter des équipes, gérer des équipes, je trouve ça cool parce qu'en plus, ça me permet de monter des équipes, travailler avec des gens que j'aime bien et que je sais qu'ils fonctionnent bien. Et il y a des moments, je préfère travailler avec des gens qui sont peut-être un peu moins bons, ou qui sont un peu moins dans l'excellence que quelqu'un qui sera humainement à chier. Hein. On en connaît et c'est compliqué dans ce milieu de gérer les égos. Alors, tu vois, des gens, ils sont vraiment en place et ils sont... T'as dû en rencontrer parce que t'as rencontré pas mal même de gens qui tournent bien, des acteurs, des réals, des comédiens, des modèles. Ce qui est très marrant, d'ailleurs, si je peux me permettre une parenthèse, c'est que c'est pas les mecs qui sont les plus hauts qui pètent le plus un câble, tu vois, qui se racontent le plus ou je sais pas quoi. Donc en fait, souvent, je pense que ça vient de frustrations, de grosses frustrations qui sont pas justement là où ils pensent qu'ils devraient être. Et en réalité, on le pense tous. Mais il y en a, ils se sont fermés là-dedans, dans l'aigreur, tu vois, et du coup, ils se permettent des comportements complètement ouf. Donc, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, moi, j'ai eu beaucoup ça avec des ex-candidats de télé-réalité. Oui. Qui, après, j'en connais d'autres hein, qui se comportent très bien, mais j'ai surtout eu ça avec ces gens-là qui faisaient des caprices sur les tournages. Et je n'ai jamais compris ça. Mais bon. Passons. Tu vois, on a rencontré Eva, elle était sympa quand même. Eva. Complètement. Longoria, ouais. Eva Longoria, oui. Ouais. On l'appelle Eva. Non, mais tu peux expliquer un peu, par exemple, elle, comment tu t'es retrouvé là et qu'est-ce qu'on a fait pour elle? Qu'est-ce que tu as fait pour elle? C'était toi le maître dans l'histoire. Non, c'est ça aussi, ces histoires. Donc, moi, c'était un des pans des différentes activités que j'avais. C'était de gérer des captations dans l'événementiel. Eva, en fait, elle participe à un gala de charité qu'a créé une de ses meilleures amies. Donc, ça s'appelle le Global Gift Gala. Qui est c'est super ce qu'ils font. C'est vraiment super parce que du coup, ils essayent de créer des soirées. Ils font des espèces de ventes aux enchères de trucs pour essayer de lever de l'argent pour les associations, etc. C'est principalement pour les femmes, je crois. Pour les femmes, les enfants. Les femmes et les enfants, oui. Voilà. Après, tu as l'UNICEF. De toute façon, ils donnent à plein de causes, plein d'associations différentes. Et du coup, chaque année, ils se baladent un petit peu partout dans le monde, dans des grosses capitales surtout, pour essayer de lever un maximum d'argent. Donc ça, déjà, c'est top. Et Eva, elle prête son image, parce que c'est pas du tout son initiative à la base, mais elle prête son image, parce que de toute façon, elle a bien conscience, on a tous conscience qu'il faut des personnalités pour motiver un petit peu les gens. Du coup, moi, j'étais chargé plusieurs années durant de la captation photo, vidéo, médias de cet événement quand il venait à Paris. Et c'était hallucinant en fait parce que tu vois une nana comme Eva Longoria qui est quand même une actrice qui est archi cotée, qui a une vidéo, fait tout machin, mais qui s'implique à 2000% sur un sujet qui n'est pas le sien à la base, quoi. Elle est juste extraordinaire, ultra accessible et elle le porte entièrement sur ses épaules. Le recul que tu peux prendre quand tu vois des gens comme ça s'impliquer autant sur des projets aussi intéressants, c'est ouf. Moi, je l'ai remarqué aussi dans la musique, parce qu'on a fait beaucoup de clips aussi. Et tu vois, par exemple, un mec comme Kerry James, qui est quand même méga en place et tout, le mec, il est hyper carré, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le rap. En termes d'horaire, on m'a dit, il arrive à telle heure, il repart à telle heure. Pas de retard, machin. Le mec connaissait son texte. Comme Orelsan, c'est pareil. Il y a eu des changements de dernière minute. Le mec, il a été flexible, machin.
Il y en a d'autres qui débutent, Mm. qui nous ont quand même fait Voilà. méga chier, qui m'ont dit tu peux pas déplacer Kerry. Je me dis, mec, non, C'est une blague. c'est pas possible. Mais voilà, qui débute. Alors, moi, ça, vraiment, je l'ai vu. Tu vois, j'ai eu la chance de bosser aussi avec des artistes américains. Tu vois qu'il y a déjà une autre philosophie. C'est vraiment des bosseurs. Ils veulent toujours aller beaucoup plus loin. Ils sont prêts à aller plus loin que toi. Toi, tu veux. Moi, je sais que j'essaie de pousser un peu les gens avec qui je bosse pour obtenir le meilleur et tout. Et tu vois qu'eux, ils ont toujours cette envie d'aller plus loin. T'es sûr que tu veux pas essayer ici, ça, machin. Ça, je le vois quasiment jamais en France. Maintenant, franchement, en réalité, moi, je trouve quand même que, en général, ceux qui sont le plus haut, c'est des super bosseurs. Il n'y a pas de secret. Hein. Mais je pense qu'il y a une espèce de logique. Et tu vois bien que les gars qui te prennent le plus la tête, c'est toujours des mecs qui veulent s'en sortir, qui se disent qu'ils sont pas là où ils devraient être. On en revient toujours à la même chose. Et voilà. Et il y a toujours de la frustration. Et du coup, en vérité, quand ils sont en place, en général, c'est qu'ils ont bossé comme des fous, qu'ils savent pourquoi ils en sont là, qu'ils ont conscience de la chance qu'ils ont et voilà, et qu'ils sont du coup très humains. Moi, j'ai bossé avec Gims en début d'année. Je le connaissais voilà, de ce que tout le monde a vu, etc. Machin, mais j'ai vu un mec hyper pro, j'ai halluciné. Je l'ai suivi sur un concert incroyable. Je m'attendais pas à ce level en fait. Le gars très cool, très accessible. Je l'ai vu avec son public humain de ouf. Et le show, j'ai vu les répètes, j'ai vu le show, j'ai vu l'after show, on va dire. Je m'attendais pas à ce niveau de professionnalisme. Et là, je me suis dit, on est justement dans ce qu'on se dit toujours, le niveau Carry, tu vois, du mec qui va vraiment au bout du bout du bout. Je m'attendais pas à ça, je me suis pris une claque. Et en fait, en réalité, il y en a pas mal en France, tu vois. Mais c'est peut-être trop sali, entre guillemets, par tous ceux qui sont moins high level, du coup. Mais franchement, on a des artistes ici qui sont tellement carrés et pros, ça fait vraiment plaisir, quoi. Si on devait résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est en gros essayer si tu veux y arriver un peu plus rapidement, c'est essayer de se spécialiser déjà dans un premier temps. Mais je sais que moi, c'est pareil, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, pour mon cas de figure, où du coup j'avais monté, c'est pareil, ma première prod, c'était 2012, Oniric, avec Julien. Julien Parienté. Qu'on salue, bien entendu, et qui va venir, et il est très content parce qu'il adore parler en public, il adore se montrer. C'est faux. Je le fais chier à chaque fois, je fais tu vas venir dans le podcast. Et ouais, t'inquiète, je vais dire quoi, t'inquiète, t'as des trucs à dire. Et pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que du coup, on a monté la boîte, et pour justement faire rentrer des thunes, et pour réussir à... Bref, quand tu commences à avoir des gens que tu veux employer ou que tu fais travailler, il faut faire rentrer des projets. Et moi, je me suis retrouvé pendant 4 ans à développer les projets des autres. Et à développer aucun projet à moi, en fait. Pendant 4 ans, en fait, jusqu'à monter la boîte, je faisais un court-métrage tous les ans, je faisais plein de trucs pour moi. Et la boîte, gérer les clients, tout gérer. En plus, on avait pris des bureaux, donc on avait vraiment à payer... des vraies charges. Des vraies charges, tu vois. On s'était retrouvé à payer plus parce qu'au départ, on avait proposé à des amis des bureaux qui devaient nous sous-louer. Et au final, petit à petit, on n'avait pas fait signer de contrat. C'est notre erreur. On s'est retrouvé à payer un loyer de plus de 2000 €, alors qu'au départ, on avait un budget de 1000 parce qu'on avait loué 4 bureaux. Et les gars devaient venir. Et en fait, au final, on nous a mis des plans et puis il y en a qui ont un peu profité de notre gentillesse. Je connais bien. C'est ça, en fait. Après, moi, je suis vraiment content de donner. J'attends rien en retour, en fait, quand je prête des trucs ou quand c'est juste parce que... déjà, j'aurais bien aimé, moi, qu'on fasse ça avec moi. Un peu, ouais, la première fois qu'on m'a prêté une caméra, c'est une association que j'avais rencontrée qui s'appelait Talent d'Or. C'est pas vrai, c'était ton grand-père, t'as dit. Mais c'était une caméra VHS, la première caméra HD. Oui, c'est vrai. Non, c'était mon grand-père, c'est vrai. Mais la première fois qu'on m'a prêté, qu'on m'a fait confiance, on m'a dit tiens, c'est une caméra mini DV là. J'étais comme un ouf, c'était incroyable. Et du coup, je me dis moi si je peux aider, et c'est pour ça que quand on fait des projets, même des courts-métrages, tout ça où il n'y a pas forcément de budget ou quoi, moi je dis les gens qui sont dans ma team, ils peuvent utiliser le matériel que j'ai, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Parce que c'est la même chose, tu vois. Et les gens autour de moi, les gens de confiance que j'ai, je leur prête des trucs, il n'y a pas de souci, tu vois. Juste faut faire gaffe au matos. Parce que c'est arrivé aussi qu'on prête des trucs, on récupère le matos pété, Mais bon, c'est le jeu, mais tu vois, c'est pas pour autant que je le ferai plus. Parce que j'attends rien en retour, en fait, moi, quand je fais ce genre de truc. Non, c'est important. C'est comme tu dis, t'aurais bien aimé, t'as apprécié qu'on tende la main à un moment. Voilà, je pense que ça fait partie du truc. Tu le fais aussi, ouais. Bien sûr. Donner ton temps.
Est-ce que toi, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as eu des gens Bien qui sûr. t'ont admiré, qui t'ont appris des choses? Bien sûr, j'en ai plein. Quand je suis arrivé en agence, le premier mentor, alors c'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est Michael Jackson. J'allais en parler de Michael. Voilà. En fait, c'est de voir un mec comme ça qui va justement à 2000% dans chaque direction. Le gars gère le stylisme, il gère, j'en sais rien, c'est un putain de Il danseur, était c'est un putain de complet de chanteur. ouf. Voilà, musicalement, voilà. En fait, chaque truc qu'il entreprenait, à chaque fois, il essayait de couvrir tous les aspects possibles, imaginables. Et en fait, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours touché. Le souci du détail, vraiment dans chaque partie. Donc, moi, vraiment, c'est un truc qui m'a toujours impressionné et je me suis toujours dit, il faut aller à 2000% dans tout ce que tu fais. Voilà. Et ça, je pense que le premier qui m'a vraiment appris ça, c'est ça. Après, en vérité, Juste, je t'en prie, c'était quoi le premier objet que tu as acheté de lui? mon premier objet, ça va Ouais, être forcément des albums. ouais, c'était lequel? Est-ce que tu te rappelles? Le tout premier que je me rappelle vraiment avoir acheté, moi, c'était Bad. Voilà, 87. Waouh. J'étais pas né. Non, je rigole. Mais moi, je me rappelle carrément de la sortie de Thriller. J'étais un gamin, mais ça m'avait traumatisé carrément. Les clips, c'était la folie. Hein. Ouais, c'était C'était vraiment un des truc de films, en fou. fait. C'était un film, mais Premier à faire ça, d'ailleurs. non, c'était trop en fait. Justement, dans l'artistique, en fait, c'est celui qui a le plus allié justement technique, artistique, de repousser toutes les limites, de changer les choses, tu vois. Donc du coup, ça m'a toujours influencé dans tout ce que je faisais. Pour moi, j'ai un moment, je me suis dit, tu peux pas faire moins que le maximum dans tout ce que tu fais. Michael, premier? Ouais. Avant, quand même, j'ai dit ma mère. Ouais. Ma mère, parce qu'elle s'est toujours battue. Maman Sarzier. Voilà, réellement. Mmh. En fait, je l'ai vu. Je dois dire qu'on a vécu seul avec ma mère quasiment toute notre vie, tu vois, quand j'étais. Jusqu'à ce que je sois ado, que je fasse ma vie après. En fait, j'ai toujours vu se battre seul contre tous. Et les jobs, les trucs, la vie, tout ça, je l'ai vu vraiment se battre et jamais rien lâcher. Avec une motivation extrême de faire en sorte qu'on puisse s'en sortir, parce qu'en vérité, on n'a pas. C'était pas facile, on va dire. C'était pas facile. Elle a eu plein de coups bas, plein de trucs, que ce soit dans la famille, que ce soit les mecs, tu connais, tout ça. Bon. Donc ouais, non, franchement, c'était pas facile et elle s'est toujours battue. Et voilà, de voir quelqu'un qui lâche rien comme ça et qui va toujours au bout aussi, c'est. Voilà. Et ta mère, elle faisait quoi? Elle avait un emploi en particulier ou elle a eu plusieurs emplois? Ouais, elle a eu plein d'emplois, elle a fait plein de trucs. Elle s'est sacrifiée un peu parce Ça lui que. a coûté cher. Hein. Ouais, de fou. Ah, putain. En fait, non, mais forcément, elle voulait m'offrir une meilleure vie que ce qu'elle avait eu, tu vois. Ouais. Donc, je l'ai vraiment vu se taper pour ça, quoi. Donc, ça m'a vraiment donné une motivation, une rage de fou, tu vois. Donc, vraiment, maman. Ouais, bah, c'est Voilà. vrai que mine de rien, bah, ça a été un soutien, mine de rien, Ouais, un soutien. quand tu as dû aller dans le lycée. Le lycée, elle m'a offert l'opportunité parce que nous, on vivait dans le sud. Hein, je suis né dans le sud. Et celle qui m'a entraîné en région parisienne pour pouvoir aller dans l'école. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des sections à appliquer. Donc, elle m'a offert l'opportunité d'aller dans l'école que je voulais, tu vois. Donc c'est vraiment lourd. Et voilà, elle m'a toujours apporté le soutien nécessaire pour que je puisse mener à bien mes différents projets, envies, etc. quoi. C'est trop bien. C'est vraiment cool. C'est cool. Bah, Toi, même. merci à elle. Non, mais vraiment, parce que Ouais, quand j'ai eu l'opportunité du premier job, j'avais 18 ans. Moi, je venais de faire le stage. Moi, je voulais faire une école de com. C'était l'école à Sèvres, je sais plus, l'école de com, je sais plus ce que c'était. C'était une bête d'école et on m'a offert le job. Bah, t'as des parents, ils vont te dire hey, va à l'école, fais tes études, fais pas chier et bim. Là, elle s'est posé des questions, elle y croyait pas trop au début et tout, mais elle m'a quand même soutenu dans mon envie d'y aller et voilà, tu vois. Donc, c'était vraiment important. Ensuite, justement, quand je suis arrivé dans les agences de pub, il y a deux gars vraiment qui m'ont grave boosté, qui étaient vraiment mes mentors. C'était Sébastien Candalini, un super graphiste, créatif, no limites, incroyable ce mec. Lui, je lui dois vraiment tout le début. C'est lui qui m'a grave motivé.
je sais pas, c'était un super bosseur, mais qui avait toujours le sourire, toujours très cool, très humain, très humain. Ce mec très humain, incroyable. Donc, et pourtant, tu bosses dans une grosse agence de pub et tout, mais le gars vraiment très très cool. Et il y avait Bruno Daniel, qui était son propre monteur à Sébastien, un tueur. Alors lui, créatif de génie aussi, vraiment incroyable, un fou dans son secteur, incroyable. Et du coup, ces deux gars, voilà, je les ai un peu suivis à gauche, à droite quand ils ont bougé chacun. Ils m'ont toujours boosté. Je peux les appeler à n'importe quel moment. Bon, on s'est perdu de vue un petit peu depuis, tu vois, parce que voilà, j'ai changé d'univers. Eux, ils ont déménagé, tout ça, machin. Bon, chacun fait sa vie. Mais t'es Mais voilà, reconnaissant. T'es je suis vraiment archi reconnaissant. C'est des mecs qui m'ont appris énormément. Ils m'ont donné énormément. Donc voilà. Et après, effectivement, quand je suis parti de la com, Rachid Ferrache, c'est un pote qui m'avait invité sur un de ses tournages. Je suis venu juste comme ça pour regarder. Finalement, j'ai fait quelques photos. Il a kiffé que je sois resté discret, mais que j'ai réussi à faire des supports qui étaient un peu cool et tout. Du coup, il m'a proposé de le suivre sur le montage du truc qu'on venait de tourner. Et après, on s'est plus lâché pendant 2-3 ans, quoi. C'était incroyable. C'est cool. Et ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant parce que tu vas sur un projet, tu te dis, t'attends rien. Tu fais quelques photos, tout ça. Je sais même pas si tu t'étais payé là-dessus. Pas du tout. Tu étais allé comme ça. Personne m'a rien demandé, en fait. Hein. Et je vais faire un parallèle avec ce qui se passe, nous, du coup, quand on fait des courts-métrages, par exemple, où il n'y a pas forcément de budget et compagnie. Moi, c'est un peu ce que je dis aux gens qui veulent débuter, qui débutent. C'est en gros, fais un maximum de projets, initie des projets ou essaie de te greffer sur des trucs. Peu importe. Et parce que c'est souvent en fait que sur des courts-métrages, il y a des professionnels, que ce soit des maquilleurs. C'est souvent d'ailleurs les premiers pros que tu peux voir. Parce que, voilà. Mais après, tu peux avoir des chefs-op, des cadreurs qui me donnent de leur temps. C'est aussi à ça que sert le statut d'intermittent. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais tes heures et en échange, tu peux donner de ton temps aussi à des projets qui n'ont pas d'argent. En allant sur des projets de court-métrage, tu peux rencontrer des gens ou en allant sur des shootings, des événements. Et là, en fait, il y a des gens qui vont voir que tu es sérieux, que tu bosses bien, que tu as un truc. Même des fois, c'est des trucs à bosser. Hein. Parce qu'effectivement, quand tu débutes, tu fais quelques photos. Ah tiens, ça peut être cool. Bah, si après, tu as une pub ou quoi, que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, ou tiens, tu cherches quelqu'un pour maquiller, et bah, tu vas le faire bosser sur un autre projet où là, il y aura du budget. Et en fait, c'est ça le truc, c'est se montrer, faire des choses comme tu l'as fait. Ça a été une opportunité, mine de rien, où tu t'es peut-être dit, putain, merde, je peux gagner des thunes avec de la photo. Je sais pas si tu te le disais avant. Non, pas du tout. Mais même à ce moment-là, j'y pensais pas spécialement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu y penses? Non, mais là, quand je fais les photos sur ce tournage, c'était le tournage d'un clip. En plus, c'était le premier clip d'une artiste. C'était une gamine à l'époque. C'était Céline Dion? Non, Geneva. Jennifer Lopez. Et c'était qui? Geneva. Elle avait 10 ou 11 ans. Ah ouais, et Enzo aussi. En fait, ils avaient gagné une émission qui s'appelait À la recherche du nouveau Michael Jackson, je crois. C'était un truc comme ça. Comme quoi, Michael, toujours. Toujours Michael. Est-ce que tu avais fait la photo à l'époque que tu fais tout le temps? Sans doute. Je le fais depuis que je suis gamin, ce truc. Hein. J'ai toujours fait des photos de ce truc. Il faudrait qu'on fasse une compilation de toutes les photos à la pose Michael. En fait, c'est trop marrant parce que de ce tournage-là, je suis resté en contact avec énormément de gens qui étaient sur ce truc-là. C'était la première fois que j'assistais à un tournage de clip. J'avais fait des tournages de pub et de plein de choses, mais clip, c'était la première fois. Il y avait des danseurs, je suis toujours en contact avec eux, c'est devenu des super potes pour la plupart. Les artistes, je les ai vus grandir, Geneva et Enzo. Et Rachid, donc, qui était le réal de ce clip, qui est devenu mon mentor vraiment dans la réal à cette époque. Depuis, lui aussi, il a bougé. Alors, on s'est un peu perdu de vue et tout, mais vraiment, il m'a ouvert des portes, laisse tomber, tu vois. Et de la même façon que il m'a proposé de le suivre après m'avoir vu impliqué et motivé dans mon truc. En fait, ça me fait penser à Odell, tu vois. Ça s'est passé quasiment de la même façon. C'est-à-dire qu'on était sur un tournage, je l'ai vu, il se baladait un peu partout, il shootait. Je suis allé l'attraper, je lui ai dit, montre-moi ce que tu as fait. Ouais, bon, c'est pas mal, mais tu peux faire mieux, donc viens avec moi, on va parler, tu vois. Et il est venu, je l'ai fait bosser, je l'ai fait travailler, et il a évolué, et après, voilà, on a vraiment bien bossé ensemble, tu vois. Et encore aujourd'hui, donc je te parle de ça, c'était il y a presque 10 piges. Et il y a d'autres gens comme ça qui t'ont après inspiré Oui, il y en a tout le temps. Ouais. Après ça, vraiment... à part moi, bien sûr.
Bah, toi et Julien, en réalité, vous aviez de toute façon votre façon de gérer votre business aussi, c'était intéressant. Mais effectivement, de toute façon, chaque rencontre, finalement, à chaque fois, tu Ça essaies t'apporte des choses. Bien sûr, mais c'est vraiment ça, c'est chaque rencontre. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à aller sur des trucs. À demander, hein, des fois, à poser des questions. Ouais, carrément. Mais c'est important en fait, parce que c'est vrai que bon, t'as parlé des plateformes et tout, mais rien ne remplacera jamais le rapport humain, tu vois. Et c'est vraiment ça qui te forge et qui te permet de te développer, quoi. Mais entre-temps, justement, je suis rentré dans la sphère entrepreneuriale. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient très business, tu vois. Et ça m'a donné envie de rentrer dedans, tu vois. Un autre qui m'a vraiment boosté un peu dans cet univers-là, c'est un mec qui s'appelle Ali Kelfa, qui est fabricant de tapis. Mais qui est devenu un des plus gros fabricants et vendeurs de tapis en Europe et même au-delà, carrément. C'est un mec, mais c'est abusé. Pour moi, c'est un peu mon business angel parce que dès que j'ai un nouveau projet, je lui en parle et il me parle des failles, de ce qui va pas, etc. Tu vois. Il a un recul sur le business qui est hallucinant et surtout, c'est un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, il a un business qui est fou. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on fasse la prochaine pub. Ouais. J'ai hâte. Donc voilà. Et en fait, tout le long de ma carrière, je sais pas comment appeler ça, en tout cas, j'ai toujours rencontré des gens comme ça, vraiment hyper intéressants. Là, le dernier en date un peu comme ça, vraiment ouf et impressionnant, c'est un mec qui s'appelle Will. Il a développé plein de business, mais il est beaucoup maintenant dans les cryptos, les trucs comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est le truc en ce moment, ça cartonne quoi. Mais bon. Pas vraiment. Ça cartonne plus. Non, ça a cartonné 2020-2021, c'était l'explosion de fou. Et puis cette année, ça s'est cassé la gueule comme absolument tout en réalité. Hein. Les gens disent la crypto s'est cassé la gueule, mais tout s'est cassé la gueule. Mais bon, lui, justement, malgré le marché qui est vraiment moisi en ce moment, il a réussi à monter un nouveau truc dans les cryptos qui marche très bien. Mais surtout, il produit un artiste avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, c'est un mec qui a une vision folle, tu vois. Lui aussi, il me booste beaucoup dans pas mal de choses, tu vois. Moi, j'aime bien aussi... j'ai eu plusieurs mentors aussi, dont un photographe qui m'a appris pendant que j'étais en alternance. Je crois que c'est le seul boulot que j'ai dû avoir. Après, j'ai fait plein de petits boulots, mais c'est le seul contrat qui a duré 1 an pour une autre société. Après, j'ai directement eu une asso, une boîte. Okay. C'est lui qui m'a appris à faire la photo. Okay. Il m'a appris photo et un peu vidéo, mais c'est surtout comment régler un boîtier. Avant, j'avais jamais fait de photo et c'est cool. C'était intéressant. Bon, j'en reviendrai dans un autre épisode. Comment tu fais, toi, pour passer les moments de mou que tu as? Parce que tu en as sans doute. Enfin, je t'ai jamais connu... J'ai toujours connu dans l'énergie et tout, mais en fait, je sais qu'on a tous ça. C'est-à-dire qu'en gros, comment tu fais pour te donner l'énergie quand ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a que toi qui peux te donner des coups de pied au cul. Ouais. Ou alors les clients qui ont... quand tu es en retard sur un projet ou quoi. Enfin, je sais pas si tu es en retard sur des projets, mais en gros, les clients qui peuvent se faire... C'est rare, mais ça arrive, bien sûr. Non, mais ça arrive à tout le monde. Mais du coup, globalement, c'est comment tu fais, toi, pour te donner des coups de pied au cul? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu te dis quand... Putain, je dois lancer un nouveau projet. Je sais pas, alors ça, je sais. En fait, j'ai trop de rage en moi. Je sais pas. Mon problème, c'est plutôt de me calmer, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on discute, tu pars en tournage, tu pars en shooting, tu pars faire un clip, tu as 10 milliards de trucs là. Bah, du coup, il y a ton émission de télé que vous êtes en train de développer. Tous les projets, même le projet là, sur lequel j'étais venu t'aider aussi, c'était avec... Ibra TV, là, tout ça, là. C'était le truc, l'espèce de Ninja Warrior, machin. Ouais, tout à fait. Mais c'est pareil, en fait, c'est assez varié, mais c'est vrai que t'es tout le temps dans l'énergie et tout. Et donc, je me dis, mais comment tu... Alors, il y a cette rage. Rage, passion. Rage, passion. Tu vois, c'est pas une rage, frustration, machin. C'est juste, j'adore ça, en fait. C'est tu t'amuses. En fait, quand je dis rage, c'est que j'ai l'impression d'avoir le feu en moi et qu'il faut que je donne existence vraiment à tous ces projets, toutes ces envies, tous ces trucs. D'ailleurs, une autre partie de mes business que j'ai pas encore évoqué, c'est que j'ai un peu tenté et que je suis toujours un peu le cul entre deux chaises en réalité, mais c'est de produire des artistes. J'aime tellement la musique que du coup, voilà, j'ai produit plusieurs artistes. Audran, vous vous éparpillez. Totalement. Mais non, mais c'est vraiment ça en fait. C'est trop de passion. Mais c'est ce que je t'ai dit. Ouais. J'ai du mal à canaliser tout ça en fait. Alors, moi, j'ai pas le problème de me dire il faut que je mette plus d'énergie. J'ai le problème de me dire
il faut que je canalise, que je priorise. Tu vois, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de truc. C'est parce qu'il y a toujours des idées, il y a toujours des projets, il y a toujours des choses à faire, tu vois. Mon gros problème, c'est ça, c'est de canaliser. Donc, justement, on revient à cette histoire de faire des choix, de se dire, tu peux pas être partout. Parce que si je m'écoute, je danse, je chante, je fais de la vidéo, je fais des trucs. J'ai envie d'être partout, tu vois. C'est le temps, malheureusement, Voilà, qui on fait ne peut pas défaut. être partout, donc du Non. coup, on fait des choix. Donc moi, par exemple, j'ai mis de côté le fait de chanter il y a très longtemps. Voilà, je suis plus là-dedans du tout depuis. Mais par contre, voilà, j'essaye de mettre en place des choses qui sont autour de toutes mes passions et voilà, de leur donner vie tout simplement. Tu restes dedans quand même, ouais. Mais voilà, en fait, en tout cas, l'énergie, elle est là et voilà. Et du coup, je vais faire un parallèle avec un autre pote à moi qui a un collectif de vidéastes, enfin, Mhm. c'est des réalisateurs, hein, Les Parasites, Mhm. qui ont fait une série sur Canal qui s'appelle L'Effondrement, qui est vraiment cool. Guillaume Desjardins, c'est un des réals. Et en fait, ce gars-là, il est très moteur. Et en fait, il fait tout le temps des trucs, et je trouve qu'il fait des trucs super chouettes. C'est vraiment très, très bien ce qu'ils font. Guillaume, Jérémy, c'est vraiment des super types. En l'occurrence, Guillaume, c'est celui qui est le plus moteur parce qu'il fait les parasites, il fait plein d'autres trucs. Il a monté une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge Vert Bleu. Et j'ai demandé, mais comment tu fais tout ça? Parce que moi, c'est pareil, il y a des moments, je sais pas où je cherche ce truc, mais c'est vrai que j'ai pas le temps. Mais par exemple, je mets en place ce podcast, on met plein d'autres trucs. En fait, là, on est en train de créer plein de choses pour l'année prochaine. On écrit, on développe, et j'essaie vraiment à la fois d'avoir le côté un peu institutionnel, corporate, pour pouvoir garantir au moins un salaire minimum, et puis tout le côté créatif, que ce soit du livre audio, de la série, du film, de la BD, moi aussi. Du moment que je peux raconter une histoire, peu importe le support. Et j'ai demandé, en fait, je dis, mais du coup, toi, comment tu fais tout ça? Il dit, je le fais parce que ça m'amuse. Et en fait, c'est un peu ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu le fais parce que ça te fait kiffer. C'est pas Exactement. tu vois pas le côté, putain, faut que je me lève à 5 heures pour Jamais. aller shooter à la Défense parce qu'il y a personne et parce qu'on a un super spot. C'est en gros, non, demain je me lève à 5, je vais faire ça. Ouais. C'est un peu galère peut-être Ouais, de se réveiller, mais... non, moi je le fais régulièrement de me lever me dort tôt pour plus, de toute aller façon. pour gérer un shooting, un tournage, un truc. Tant que moi en fait, par exemple, quand je vais shooter avec quelqu'un, je lui dis toujours te donne aucune limite dans les idées que tu as parce que moi j'ai pas envie de faire un truc banal et je veux aller le plus loin possible, tu vois, j'aime le challenge, j'aime me dépasser, j'aime sortir de ma zone de confort enfin, voilà. Donc je me mets aucune limite. Il faut tourner à 1h du mat ou 4h ou 7h, je m'en fous en fait. Je m'en fous. On me propose de partir demain dans un autre bled, je m'en fous en fait. Tant que le sujet il est intéressant, tant qu'on peut faire quelque chose d'esthétique et se challenger un peu, franchement, je suis chaud, tu vois. Ouais. Donc, j'aime bien les défis, j'aime voilà. Donc les nouveaux projets, tout ça. Mais c'est vrai que tous les projets sur lesquels j'ai bossé avec toi, c'était quasiment que des trucs différents et il y a plein de trucs qui étaient vachement cool, quoi. Que ce soit du mariage, que ce soit de la pub. Bon, les mariages, c'était lourd. Mariage, c'était marrant, mais ouais, on n'a pas dû en faire beaucoup quand même. On en a fait 3 ensemble. Ouais, moi et on a fini à 5h du matin 2. Et là, c'était à Marrakech. Ouais, Marrakech. Les mariages, c'était cool. Moi j'ai jamais trop fait de mariage, mais souvent c'est des amis en fait ou des amis proches qui voilà. Et c'est ceux où tu as bossé sur mes mariages aussi. Ouais, ou sur les tiens. Voilà. Quand on m'appelle pour un projet quoi, avec toi, je te suis où tu veux. On se connaît depuis longtemps, je te fais confiance. Je sais que c'est toujours carré. Bosser avec toi, c'est un plaisir intense. Donc voilà. Après, ouais, les mariages par exemple, c'est vraiment pas spécialement mon truc, tu vois. Tu démarches pas, mais si on te le propose et que... Si on propose un truc sérieux. Est-ce qu'il faut se méfier des gens qui se disent travaille pour moi, ça te fera de la pub? Non, faut pas se méfier. C'est à toi de voir si tu as envie de jouer ce jeu-là ou pas. Moi, c'est un truc... c'est passé, ça. Il y a une époque où les plateformes, tu bossais pour quelqu'un, il te faisait de la pub, tu pouvais vraiment prendre de la visibilité. Aujourd'hui, ça marche quasiment plus. Donc, est-ce que tu as un exemple d'échec? Ouais, il y a eu plein d'échecs. Hein. On a monté des projets qui n'ont pas marché, on a des associations qui n'ont pas marché, on a des collaborations qui n'ont pas marché. Il y a eu énormément d'échecs. Pour rebondir là-dessus, parce que je pense que tu n'as pas d'exemple précis. Non. C'est par rapport au conseil, parce que j'aime bien demander à mes invités un petit conseil pour les gens qui veulent débuter ou... pour les gens qui veulent débuter principalement. Mais là, en l'occurrence, ça pourrait être quel conseil tu pourrais donner
à quelqu'un qui veut s'associer avec une autre personne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. C'est réservé aux professionnels. Non, mais quel conseil tu pourrais donner? Parce que je pense que tu as eu des associés qui n'étaient pas forcément... Tu as pu avoir peut-être des associés qui n'étaient pas forcément fiables ou qui ne te correspondaient pas. Ouais. Non, mais Est-ce que tu as des signes avant-coureurs de choses où tu dis, je le sentais, mais en fait, bon, on m'a bien ken, tout simplement, ou pas? Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus Signe avant-coureur, c'est compliqué. L'humain... le spectre de toutes les saloperies qu'on peut te faire est tellement large que c'est vraiment très compliqué. Et entre ce qui est inhérent à la personnalité de chacun et à la roublardise de certains, enfin, tu vois, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de truc. Je pense qu'il faut se tester pendant un moment, c'est tout, tu vois. On se teste un peu et puis, voilà, faut pas s'associer trop vite. C'est bien d'avoir des envies communes et de vouloir les développer ensemble, mais faut juste prendre le temps de bien apprendre à se connaître et d'être sûr de vraiment avoir envie de se lancer avec ces personnes. Malgré tout, moi j'ai testé beaucoup de choses dans ce goût-là et il y a eu des grosses déceptions, d'énormes déceptions. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même garder toujours du recul par rapport à ça, parce que j'entends des gens qui disent plus jamais je vais m'associer avec quelqu'un, c'est mieux d'être tout seul. Truc. En vérité, c'est toujours pareil. S'associer avec des gens qui ont chacun leur expertise, qui apportent chacun leur pierre à l'édifice, ça te fait gagner du temps, ça te permet d'aller plus loin. Faut être réaliste. Tout seul, c'est cool, mais en vrai, voilà. C'est mieux d'être à plusieurs. Mais moi, je pense, les erreurs que j'ai pu faire, que ce soit, par exemple, collaborer à l'écriture sur un projet avec quelqu'un, je pense qu'il faut être clair dès le début sur ce que tu attends de la personne. Exactement. Et en gros, potentiellement, la personne pourra ne pas travailler avec toi, mais au moins, il faut être clair. Tu vois, moi, par exemple, maintenant, quand j'écris avec quelqu'un, c'est pas parce que j'écris avec lui que je vais réaliser. Et pendant longtemps, on écrivait ensemble. Au début, c'était ça le deal. Et après, petit à petit, vu qu'il avait passé du temps dessus, il voulait réal, tu vois. Et comme j'étais trop sympa, je disais oui. Maintenant, c'est soit on peut co-réaliser un truc à deux, pas de souci. Mais quand je sais que c'est un projet qui vient de moi, c'est le deal de base, c'est on écrit. C'est moi qui réalise. Et si on doit changer le deal, c'est moi qui décide, tu vois. On est ensemble. Mais de base, le deal, c'est ça. Comme dans une relation de couple ou quoi. Hein. C'est genre, on n'est pas ensemble, tu vois. Ou on est ensemble, ou c'est quoi les termes de base du contrat? Est-ce que tu aurais un conseil comme ça que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut débuter maintenant? Sachant que toi, tu t'y connais quand même pas mal en réseau aussi aujourd'hui, donc se spécialiser déjà. Faut être très curieux, faut pas avoir peur d'aller un peu partout, tâter le terrain, essayer beaucoup de choses, faire un maximum de rencontres. C'est vraiment essentiel, je dirais, pour être sûr de prendre la bonne direction, tu vois. Les possibilités, elles sont infinies en réalité. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de possibilités de pouvoir faire absolument ce qu'on veut. On peut s'instruire très facilement, se former très facilement. Et on peut aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu te dis, tiens, j'ai envie de réaliser un film. En vrai, avant, c'était compliqué. Il fallait des grosses équipes, il fallait du gros matériel, ça coûtait une fortune, machin. Là, aujourd'hui, tu peux quasiment tout faire. Tu peux te former à tout, tu peux accéder à tout très facilement et tout, donc c'est vraiment hallucinant. Donc il faut vraiment se donner cette chance d'essayer un maximum de choses, de rencontrer un maximum de personnes et de s'ouvrir à toutes sortes de business et à toutes sortes de réseaux, quoi. Ok, merci bien. Et pour finir, est-ce que tu aurais une reco d'une œuvre artistique? Par exemple, une série, un livre, un film quelque chose que tu as kiffé dernièrement, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps toi, pour regarder des films, pour jouer à des jeux ou pour aller au ciné. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu as, ou même peu importe, une expérience que tu as kiffé dernièrement? Tiens, une expérience, peu importe. Là, j'ai essayé un truc en réalité virtuelle qui était pas mal. C'était à Dubaï. C'était un espèce de Tomb Raider en VR. Franchement, je me dis, c'est encore les débuts, hein, on le sent. C'était dans une pièce fermée qui devait être à peine deux fois plus grande que celle-là. Mais c'était vachement intéressant de se dire qu'on va vers ça dans l'entertainment. Je me disais, par exemple, je suis allé chez Disney, j'ai amené mes filleuls là-bas et je me suis dit, mais waouh, j'ai l'impression d'être dans les années 60 carrément, tu vois. Ouais. On te dit, il y a eu des mises à jour, c'est des nouveaux manèges, des trucs, machin. J'ai l'impression que je vois de vivre toujours la même expérience, vraiment à l'ancienne. Space Mountain, excuse-moi, t'es dans le noir tout le long du truc, t'as deux lumières qui s'allument, on te fait tourner dans tous les sens, mais tu vois rien, je trouve ça nul. Et cette expérience, à contrario, tu vois, où on t'est projeté dans un univers qui n'existe pas et avec des sensations assez hallucinantes.
T'es avec des gens, mais à un moment, t'es séparé. Il y a une grosse distance. Tu te rapproches, tu vis des trucs, ça part dans tous les sens. C'est vraiment hallucinant, tu vois. Et je me dis, bientôt, c'est sûr qu'on va mélanger tout ça. On va mélanger probablement peut-être le cinéma et le VR, les divertissements tels que Disney avec le VR et tout. Peut-être dans Space Mountain, on va te mettre un casque et tu auras enfin un décor, un truc à la hauteur de ce que tu peux attendre, tu vois. Et je pense qu'il va y avoir énormément de belles choses là-dessus, de belles choses à créer, à développer et à imaginer. Enfin, franchement, je pense que ça va être terrible, ces trucs-là. Et dernièrement, on doit conclure. Est-ce que tu as une petite actu, un endroit où on peut te retrouver ou... Seul endroit, c'est Instagram. Je suis pas multi-réseau. Audran Sarzier. Voilà, Audran Sarzier. Il fait des belles photos, il y a plein de choses. Voilà, merci. Voilà. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était super intéressant. Merci d'être venu, j'ai kiffé. De toute façon, tous les échanges qu'on a, je les trouve cool, donc top. Autant faire profiter nos amis. Merci. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau podcast et de nouvelles aventures. Merci.